Aujourd'hui, on va voir Lorraine, alias Tante Agastache. Elle va nous faire la visite d'un de ses jardins et nous faire découvrir une plante peu connue, l'agastache. Fait que je commencerai par vous faire une petite visite de mon jardin touristique, qui est à la fois un jardin botanique d'éducation, puis en même temps une parcelle productive. Donc moi, je suis agronome de formation. Donc j'ai fait mes études en France, c'est des études en génie en fait là-bas. Et je voulais vraiment montrer à la population générale comment on peut produire une plante d'une manière écologique et que ce soit joli et que ce soit bon pour la faune. Mhm. Est-ce- Puis tu fais, c'est quel produit que tu fais en particulier avec l'agastache? Alors l'agastache que vous voyez ici, qui en est à peu près à la moitié de sa floraison, ça dure 80 jours, ce qui est vraiment exceptionnel pour une plante aromatique et une plante à fleurs. Qui est Euh, vivace aussi? Comment? C'est Oui, vivace c'est aussi? une vivace à courte durée de vie, donc elle ne fait pas de bois, elle n'est pas ligneuse, elle repart chaque année du pied, mais elle repart 4-5 ans de suite. Donc c'est un peu comme la lavande. Ok. Et une espèce de lavande d'Amérique du Nord en fait, parce qu'elle est indigène des plaines du Canada et des États-Unis. Et elle ne pousse pas naturellement en Europe. Donc c'est vraiment une plante nord-américaine qui n'était pas encore vraiment développée en agriculture. Et moi, je pense encore à l'heure actuelle être la seule ferme d'agastache probablement dans le monde. Donc j'ai eu une confirmation de ça quand je l'ai faite, j'ai fait enregistrer les produits de la distillation comme ingrédients cosmétiques. Ok. Donc c'est un processus mondial, puis ça n'avait pas encore été fait. Donc ça va me permettre de répondre à ta question. Qu'est-ce qu'on fait avec? Eh bien, d'abord, ça peut être utilisé frais, mais c'est quand même marginal parce qu'on n'a pas vraiment travaillé sur des circuits de distribution auprès des restaurateurs ou des fleuristes, mais ça pourrait le devenir. Donc un aromate, en fait, qui se cuisine frais en saison. Une plante de fleuriste, parce que la gastache tient, une fois qu'elle est coupée, 2 à 3 semaines dans un vase. Donc c'est quand même un critère de base. Et on la fait sécher. Donc le séchage pour la tisanerie, le thé, et aussi les mélanges d'épices. Donc ça, c'est une grande partie de notre activité. Puis l'autre grande partie, c'est la distillation. Donc on la distille avec un alambic pour produire l'huile essentielle et l'eau florale, qu'on appelle également hydrolat. Donc on fait tout ça certifié bio, donc sans pesticides, sans herbicides. Alors c'est beaucoup de travail à la main. Mhm. Et puis même, en fait, ce que vous allez voir ici, c'est au-delà de la certification bio, c'est de l'agroécologie. Alors la visite commence ici, donc par un petit chemin sous des vieux pommiers. Donc ici, là, ce jardin que vous voyez était il y a très longtemps une patinoire du village de Saint-Émilie-de-l'Énergie dans le nord de la Naudière. Donc on se trouve en fait en Matawini dans la Naudière. Et on est vraiment à la limite de l'agriculture. Donc au nord, vous avez quasiment uniquement de la chasse, de la pêche et de la forêt. Donc c'était une patinoire. Ensuite, ça a été un terrain vague. Donc moi, quand je l'ai acheté, on a nettoyé en fait, on a enlevé toutes les cochonneries que les humains fidèles à leurs bonnes habitudes avaient mis partout. Et puis les vieux pommiers là qui se trouvent, les vieux Ouais. pommiers qui datent de l'époque où le village était agricole, qui étaient tout autour, ben, ils se sont remis à produire des pommes. Donc c'était vraiment chouette. C'est comme s'il y avait eu comme une communication entre eux puis les humains. Et il y a de nouveau des humains qui sont là, qui s'occupent de nous. Fait qu'on va se remettre à produire des pommes. Donc ces pommes-là, on les récolte, puis elles sont dans la confiture pomme mélilo de Tante Agastache. Ok. Voilà, c'est juste une petite anecdote. Alors là, vous avez un premier carré d'agastache. On a essayé d'intercaler des rangs d'autres choses avec l'agastache. Mais Elle va trop haute, hein? Elle est voilà, vraiment mais haute. finalement, en fait, il se trouve qu'elle a tellement prospéré dans le jardin que elle écrase les autres. Donc, bon, c'est une rétroaction positive, c'est-à-dire que c'est une plante qui va se soutenir elle-même. Donc, maintenant, ben, on fait les autres cultures
ailleurs, mais on s'entend que ça reste quand même des petites parcelles d'agastache entrecoupées d'arbres. Donc, on n'est vraiment pas dans une monoculture pour autant. Donc ici, vous voyez, vous avez de la scutellaire. Puis on peut voir aussi, c'est une plante très mellifère. Là. Oui, c'est ça. Ça regorge. Oui, alors je ne sais pas si on le voit là, mais oui, c'est ça. Donc il y a eu des études scientifiques sur le sujet. Donc c'est la plante la plus mellifère qu'on connaisse. Donc qu'on connaisse quand on la connaît. Parce que parfois je vois des listes de plantes mellifères pour l'apiculture, elle n'y est même pas. Donc ça c'est le phénomène qu'on connaît moins bien les plantes de chez nous dans le fond que les plantes européennes. C'est ça, il y a la durée de la floraison qui fait que ça va être en fait un fourrage à abeilles exceptionnel, donc comme je vous disais les 80 jours, mais il y a aussi la quantité et la qualité du nectar. Donc il y a eu des études en Australie où ils font quand même beaucoup de recherches sur le miel à des fins thérapeutiques parce qu'ils ont le miel de Manuka, le miel de tea tree qu'ils utilisent dans les hôpitaux. Et ils ont testé le miel d'Agastache feniculum. Puis, dans le fond, les résultats étaient excellents. Donc, il a coté le miel de Manuka pour le pouvoir antioxydant et il était, je pense, meilleur pour le pouvoir antifongique. Donc, ce serait vraiment chouette un jour de pouvoir avoir un miel d'Agastache. Pour l'instant, les surfaces ne sont pas assez grandes pour qu'on puisse dire c'est un miel d'Agastache. Mais l'apiculteur qui est en résidence ici, donc il y a quelques ruches en bordure du jardin d'interprétation, il a quand même fait une dégustation à l'aveugle de tous ces miels de ces divers sites. Oui, les diverses parcelles. Voilà, et puis en fait, les gens n'ont acheté que le miel qui venait de la parcelle d'ici, d'Agastache. Donc c'est un miel très très fin, donc, qui a un goût vraiment raffiné, subtil. Et puis on espère que les propriétés de la plante passent dedans. Donc moi, en fait, je commence un petit peu à en vendre à d'autres gens en agriculture qui ont des besoins de pollinisation. Donc ils vont installer une petite parcelle d'agastache pour nourrir leurs abeilles. Fait que tu vends des plants dans le fond comme tel. Je vends des plants, je vends des plants, des multicellules pour les professionnels. Fait que je vends ça. Puis je fais les semences aussi. Donc depuis le début, en fait, tous mes champs sont partis d'un sachet de semences que j'avais acheté je ne sais plus où, là, chez Richters ou au Jardin de l'Écoumène. Puis, donc depuis, c'est tout le temps mes semences. Puis je n'essaye pas de faire de la sélection parce que, en fait, comme vous pouvez le voir, j'ai jamais vraiment vu un plant qui se distinguait des autres. C'est ça. C'est hyper homogène, puis c'est tout le temps dans le tapis. Dans le sens qu'ils sont tout le temps immenses. Il y a quasiment plus de mortalité hivernale. J'en ai eu au début, là, parce que ça m'a pris quand même plusieurs années pour savoir comment la cultiver. Mais vraiment, je ne peux pas dire que je vois des plants qui se démarquent. Donc, c'est ça. Donc, c'est ma génétique là, depuis plusieurs années. Puis c'est une plante sauvage. Donc, il n'y a pas d'OGM, il n'y a pas de cultivar d'agastache qui existe. C'est quoi les principaux, mettons, ravageurs ou est-ce qu'il y a des insectes, des maladies? Attends, je vais juste revenir là. J'ai dit c'est une plante sauvage, mais on n'a jamais dit en fait l'espèce là, c'est Agastache feniculum. Donc il y a plein de noms vernaculaires, mais c'est vraiment le nom latin. Donc feniculum, c'est l'espèce nord-américaine. Vous allez trouver aussi rugosa, qui est en fait sa cousine qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, mais qui est asiatique. Donc moi, je vous le dis tout de suite, il n'y a aucune raison de cultiver rugosa en Amérique du Nord. Rugosa est moins précoce, puis c'est pas l'espèce de notre flore, donc... ça fait juste aucun sens. C'est ça. Puis souvent, vous allez avoir... en fait, nous, on s'est rendu compte au fil du temps qu'il y a pas mal d'erreurs chez les semenciers. Donc, ils vont écrire... Agastache rugosa, mais en fait, c'est de la féniculum et vice-versa. Donc, voilà. Restez prudent à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Donc, c'était quoi ta question? Au niveau des ravageurs, bon. les maladies, alors, c'est quoi les difficultés? Les ravageurs, des fois, en début de saison, on a quelques plants qui ont les feuilles grignotées, mais elles reprennent rapidement le dessus. Donc, des fois, il y a un petit peu d'altise ou... je ne sais pas ce que c'était cette année qui a beaucoup mangé les feuilles au printemps, mais on n'a pas de ravageurs, on n'a pas de problème. Donc, on est en agroécologie, fait qu'au printemps, on tolère quand même un petit peu de grignotage.
Mais en même temps, moi, je fais vraiment attention, je ne joue pas avec le feu, c'est-à-dire que je n'expose pas ma plante à une situation où elle serait vulnérable. Donc, plein champ, sol à nu, grande surface d'agastache toute seule, c'est ça. L'agroécologie, c'est préventif. Présentement, il n'y a pas vraiment de ravageurs. Par contre, il y a des études en recherche agricole où l'huile essentielle est utilisée comme répulsif pour certains ravageurs. Fait que ça pourrait faire en sorte que naturellement, ça repousse un peu les ravageurs. Oui, c'est ça. Ouais. Puis au niveau des maladies, est-ce qu'il y a des maladies particulières fongiques ou quelque chose comme non, ça? Non. En fait, c'est une plante vraiment rustique. Ouais, oui. Quand on lui donne ce dont elle a besoin, là, alors ça résiste aux grands froids hivernaux et elle résiste aussi à la sécheresse l'été. Donc ça, c'était vraiment important pour moi d'avoir une ferme avec une culture non irriguée. Parce que dans tout ce que je fais, il y a vraiment le souci de peser le moins possible sur l'environnement, puis même de proposer en fait des façons de faire qui allègent notre poids environnemental. Donc irriguer, pour moi, c'était hors de question. Parce que, vous le savez sûrement, mais quand on irrigue, en fait, on va prélever de l'eau dans les nappes souterraines. Donc, c'est une ressource qui est comme semi-renouvelable. Et dans les zones où il y a beaucoup d'agriculture, c'est même pas assez renouvelable. Donc, on se contente de la fonte des neiges puis de l'eau de pluie. C'est sûr que si c'était du melon d'eau, ça marcherait peut-être pas. Mais c'est ça. En fond, ici, là, on est dans une région qui est réputée impropre à l'agriculture. Donc, c'est quand même le fun de pouvoir installer des cultures comme ça et que ça marche au niveau des rendements. Oui, qui sont appropriés au milieu. Voilà. Alors, si on abandonnait le champ d'agastache, si on s'en occupait plus, il disparaîtrait au bout de 2-3 ans. Parce qu'en fait, elle vient des prairies. Alors là-bas, je pense que la pression des mauvaises herbes est beaucoup moins grande qu'ici au Québec. Donc ce qui se passe, c'est que petit à petit, elle disparaît parce qu'au printemps, en fait, elle se fait étouffer par les marguerites, les verges d'or, le pissenlit, toutes ces choses-là. Qui viennent plus rapidement faire une canopée au-dessus d'elle. Oui. Mais si on la sarque, si on la désherbe, alors là, c'est le contraire. C'est elle, en fait, qui passe par-dessus les autres. Qui étouffe les autres. Et ça se passe super bien. Donc, ici, dans le jardin d'interprétation, c'est quand même une petite surface, puis ça m'appartient. Donc, j'ai vraiment pu mettre en place le modèle agronomique que j'avais en tête, donc agroécologique. Et ça a pris 3 ans, dans le fond, 3 ans de maturation du sol, de maturation de l'agroécosystème pour obtenir ces plantes-là. Donc, vous voyez, alors là, je vais tasser mes amis les abeilles. Salut les copines, je suis là. Mais en fait, elles font 6 pieds de haut. Tu sais, si je rentre dans le rang, là, je vais essayer de ne pas avaler une abeille. Mais elles sont vraiment, vraiment très, très grandes. Il y a des endroits, c'est même, elles sont plus hautes que moi. Vous voyez? Fait que par rapport à mon plan d'affaires, j'ai pesé des plants d'agastache de cette taille-là, puis ils sont 3 fois plus de biomasse que ce que j'avais prévu. Donc ça, moi, je suis vraiment super heureuse de ça parce que c'est une victoire de l'agroécologie, dans le fond. L'agriculture écologique, bioécologique, a fait en sorte que mes rendements sont vraiment très élevés. Donc il y a un effort de mise en place de la culture, mais après ça, ça vaut vraiment la peine. Puis, je pourrais vous montrer, je vais vous montrer des panneaux d'interprétation pour que vous compreniez un petit peu plus ce qu'on a fait ici. Alors, bon, déjà, c'est un jardin urbain, donc on est quand même entouré d'arbres, de haies des voisins. Donc, il y a des haies, il y a des arbres. Puis, la raison de ça, que c'est un jardin urbain, c'était parce que je voulais que la communauté en profite. Donc, les gens de Saint-Émilie ont l'accès gratuit au jardin, donc ils peuvent venir lire, jouer de la musique, se promener. Puis, ça permet aussi à l'école, au camp de jour, de venir très facilement. Puis nous, ça nous permet de faire plein de choses sans embarquer dans un véhicule motorisé. Donc, voilà.
Alors ici, on est au cœur du jardin, donc on peut mettre un chapiteau puis accueillir des événements, des groupes. Fait que chaque année, notre petit party annuel, c'est les journées portes ouvertes sur les fermes du Québec, organisées par l'Union des producteurs agricoles. Donc là, c'est comme un mini-festival, il y a de la musique, il y a à manger, il y a des ateliers pour les enfants. Puis c'est toujours axé sur la connexion, essayer de connecter les gens avec la nature. Ici, ici au milieu, on a des bacs à fleurs avec des petits bacs au sol qui montrent aux gens les fleurs qui composent, enfin les plantes qui composent les différentes tisanes qu'on vend à la boutique. Ils sont toutes identifiées? Oui, elles ont des photos, puis elles sont identifiées au stade où, en fait, où on les utilise. Alors on a aussi de l'autocueillette de fleurs, donc on a des zones où les gens peuvent venir cueillir un bouquet qui va tenir ensuite dans un vase. Puis, ils peuvent prendre 5 rameaux d'agastache plus 3 autres fleurs. Puis, s'il y a besoin de se faire un bouquet, ça coûte 20 $. Donc, il y a ça qui est accessible aussi. C'est très parfumé aussi, l'agastache. On la sent vraiment bien. Oui, c'est ça. Ah oui, alors c'est ça. Vous ne voyez pas l'odeur à travers la vidéo, mais ça a un goût anisé. Alors, ouais, là, ça bourdonne intensément. Hein? Alors, quand il y a des gens qui viennent aussi, là, on leur montre que... Parce que souvent, les gens ont peur des abeilles, puis ils les confondent avec des guêpes. Donc là, ce sont vraiment des abeilles mellifères, donc élevées par Alexis et Propolis, notre apiculteur bio. Puis on peut leur montrer qu'elles sont tellement occupées à se nourrir qu'on peut leur caresser le dos pendant qu'elles travaillent, puis elles ne se défendent même pas. Regardez. Puis une abeille, là, c'est poilu. C'est pas comme une guêpe, c'est doux. Ouais. Les abeilles et les bourdons. Hein? Fait que là, les abeilles, on peut leur caresser le dos. Regardez, elle est tellement occupée, elle dit rien. Fait que l'abeille mellifère, c'est un animal domestique au Québec. Il y a aussi le bourdon. Fait que là, les bourdons, on ne les voit pas beaucoup aujourd'hui. Mais le pollinisateur naturel, indigène, c'est plus le bourdon chez nous. Donc ça, c'est un truc qu'on explique aux gens dans les visites guidées, c'est qu'en fait, la mortalité des abeilles et tout, bon, mais c'est important, c'est grave. Mais c'est surtout un signal d'alarme pour la mortalité de tout le reste, de toute l'entomofaune. Ouais. Donc si même les abeilles qui sont soutenues par l'être humain crèvent, ça veut dire que tous les pollinisateurs naturels qui, eux, sont là, peu importe que nous, les humains, on soit là ou pas, et c'est eux qui assurent la pollinisation pour de vrai dans nos écosystèmes. Donc ça nous dit à quel point eux-mêmes, leurs populations sont en décroissance, puis que c'est grave. Alors après ça, il y a les oiseaux qui mangent les insectes. Alors eux aussi, c'est aussi quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc ce jardin, alors là, on va traverser une zone... voilà, on va traverser la zone... Pouf! Donc ce jardin aussi explique la notion de collaboration avec la faune sauvage, qui est quand même très rare en agriculture. Moi, j'ai visité beaucoup de trucs, puis on se préoccupe de plus en plus du sol et tout, mais tout ce qui se passe au-dessus du sol, ça reste quand même assez oublié. Mais la nuit, les chauves-souris qui volent au-dessus du jardin, les oiseaux, les populations décroissent. En fait, les oiseaux disparaissent silencieusement au Québec. Donc il y a eu une petite amélioration pendant la COVID, probablement parce qu'il y avait moins de trafic aérien, mais c'est ça, ils sont quand même très menacés, beaucoup d'espèces. Surtout les oiseaux de milieu ouvert, les oiseaux de prairie. Donc ici, on essaye d'offrir un havre, d'offrir des habitats à toutes ces espèces-là. Donc, pourquoi les oiseaux de prairie? Parce que, en fait, ceux qui sont dans la forêt, il y en a encore. Ceux qui vivent en milieu urbain, ça va, mais ceux qui ont besoin de prairies, ça, c'est quelque chose qui, entre l'agriculture intensive et les zones urbanisées et la forêt, c'est eux qui ont le plus de problèmes. Donc ici, vous voyez, vous avez un milieu dégagé, ouvert, avec beaucoup de fleurs, beaucoup d'insectes. Donc, ça va vraiment être propice à soutenir... ces espèces-là. Ouais, c'est ça. Merci. Sinon, il y a aussi les batraciens, en fait, grenouilles, crapauds,
Même chose, hein, grenouilles, les couleuvres. Donc il faut prévenir les gens ophiophobes, c'est-à-dire qui ont la phobie des serpents, mais on a des tas de roches partout dans le jardin pour pour créer des habitats et pour inviter les couleuvres à se promener. Donc ça se peut qu'on tombe nez à nez le matin avec une grosse couleuvre qui se fait bronzer à côté des roches. Donc on a ça dans le jardin aussi. Puis moi je prends des photos petit à petit de toutes les espèces de grenouilles que je vois ici. Donc on a mis au milieu du jardin, on a creusé un bassin de toutes pièces, puis on a mis un orme, donc un arbre. Et j'explique aux gens à quel point c'est important pour avoir un agroécosystème, donc pour faire de l'agriculture écologique, qui est à intervalles réguliers des arbres puis des points d'eau. Donc c'est ça, même les abeilles, en fait, elles viennent boire au bassin. Alors l'arbre, là c'est tout un sujet, là, mais l'arbre c'est super important aussi. Donc il y a un espacement à trouver en fonction du climat dans lequel on se trouve. C'est sûr qu'au Québec, en temps normal, le nombre de journées d'ensoleillement puis le nombre de journées où le sol atteint une température de plus de 11 degrés, donc où il est actif biologiquement, c'est souvent ce dont on manque pour faire pousser des tomates. Enfin, c'est ça un peu le facteur limitant en agriculture. Donc, il ne faut pas mettre trop d'arbres, parce que trop d'arbres, trop d'ombre, il n'y a plus rien qui pousse. Mais donc, c'est ça, il y a un certain espacement à trouver. Mais quand les arbres sont là à un espacement adéquat, ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de l'ombre. Ils vont casser le vent donc ils vont avoir un rôle de protecteur des aléas climatiques et au niveau des racines, ils vont aller chercher des nutriments très, très, très profonds, puis ils vont les remonter et ils vont produire des feuilles, parce que bon, on plante surtout des feuillus qui vont nourrir le sol en matière organique sans que nous, on fasse rien. Donc, ils vont nous apporter du paillis et de la matière organique qui est hyper importante pour avoir un sol vivant. Il y a quand même une molène qui s'est invitée d'elle-même aussi, mais c'est tellement beau, les molènes, qu'on les laisse. Il y en a une de temps en temps. Ouais. Fait que là, je vais vous présenter mon équipe. Donc, elles sont en train de cueillir à la main, fleur à fleur, des fleurs de mauve zébré qui vont dans les tisanes. Alors, vous voyez, c'est vraiment un travail très minutieux. Claudiane, tu veux dire bonjour? Bonjour, moi c'est Claudiane de Tante Agastache, la représentante agricole. Okay. C'est ça. Fait que Claudiane, c'est la responsable agricole. Donc, elle a de l'expérience de pas mal de fermes déjà, des vignobles et tout. Puis, elle a fait ses études en horticulture au cégep de Joliette. Fait que, en tout cas, on apprécie bien sa compétence. Puis, Kaori. Alors, Kaori, c'est une étudiante, fait qu'elle est en emploi d'été, elle vient travailler 8 semaines l'été, puis elle est responsable de la cueillette, fait qu'elle passe ses journées à cueillir des fleurs, puis à ranger le séchoir, voilà. Ouais, fait que c'est pas mal ça. Dans le fond, maintenant, on peut avoir des gens spécialisés comme ça. Mais aussi, on a des bénévoles régulièrement, des woofers, woofeuses. Puis, des fois, on demande en renfort aussi des personnes à la journée, là, des employés agricoles. Pour la cueillette? Oui, ben, ça dépend, le paillage, la cueillette. Moi, ça doit être des grosses tâches. Oui, oui. C'est ça, il faut que je vous montre ça. Donc, ça, c'est le sol tel qu'il était quand j'ai acheté le terrain. OK, oui. Hein? Ouais, pas mal juste de la roche. C'est ça. Donc, c'est des sols, c'est des traînes de glaciers, là, c'est des sols de gros galets, des sols de roche. Je dirais qu'il y a 2 tiers de roche pour 1 tiers de sol, de terre. OK? Donc, on a fait une lasagne, puis à la fin, j'ai récupéré de la terre d'excavation qui provenait probablement de la création d'une cannebergière, pas loin. Et dès la première année, on a planté des agastaches dedans, puis on a épandu tout ce qu'on pouvait, du foin, des résidus de distillation. Donc, tout ça, c'est amalgamé, puis ça a pris 3 ans à peu près. Et au bout de 3 ans, les plantes sont devenues géantes, donc comme vous les voyez présentement. Puis, on a des levées de champignons. Donc, au mois de septembre, on a des coprins qui poussent naturellement. Fait que, Léandre, je t'enverrai une photo de ça, des photos. Mais les pieds des agastaches sont couplés avec des champignons comestibles. Donc, cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ensemencé en plus pour faire de l'autocueillette de champignons pour la première fois. Donc, ce sera fin septembre.
Alors, on espère que ça va marcher, mais les coprins étaient déjà là naturellement. Donc, en fait, c'est un sol qui, avec la quantité de bois qu'on a mis, le fait qu'il n'ait jamais retourné, etc., qui a développé apparemment une quantité de mycélium vraiment très importante. Puis, probablement, donc là c'est une hypothèse parce que ça n'a pas été vérifié scientifiquement, mais probablement que les agastaches profitent particulièrement de la présence de ce mycélium parce que donc ça a vraiment dopé leur croissance. Ça a boosté, comme tu disais, 3 fois plus Ouais. de biomasse que normalement. Puis nous, on est une ferme de production végétale qui achète quasiment pas d'actisol, donc c'est tout. On a très peu d'intrants. Enfin, on n'en a pas en fait, quasiment pas. Donc on va utiliser un peu de fumier, mais on épand les résidus de distillation. Puis le sol vivant va créer une fertilité qui s'auto-entretient. Puis surtout, le sol, il est vraiment résilient. Donc trop chaud, trop froid, ben, les plantes, en fait, elles font leur petit bonhomme de chemin malgré tout. Puis ça fait 3 ans donc qu'on a ces agastaches géantes, quoi qu'il arrive. Donc trop de pluie, trop de chaud. C'est vraiment la démonstration de l'efficacité en fait, de l'agroécologie. C'est aussi la résilience du sol puis des cultures. Alors là, on a dû redémarrer une petite parcelle de menthe. Donc c'est une menthe qui est distillée puis qui est dans le dentifrice en poudre Tantagastache. Mais c'était envahi par les mauvaises herbes et qu'on a dû la repartir à zéro. Ça a été un énorme travail, on a dû détourber. Ça, c'est l'importance en fait du désherbage quand on fait une culture de vivaces bio. C'est en fait, pour bien partir les choses, il faut s'y prendre quasiment 2 ans d'avance. Donc, parce que les vivaces, là, une fois qu'il y a trop de mauvaises herbes, on ne peut pas passer le rotoculteur au printemps d'après. Donc, c'est tout du à la main après. C'est ça. Et si on fait trop de à la main, dans le fond, si on passe plus qu'une fois dans la saison, ben, on perd la rentabilité. Donc, c'est vraiment des stratégies de désherbage particulières. Donc, on a des toiles d'occultation. Puis avec l'agastache, ici, on y arrive, on désherbe à la main, à 4 pattes, une fois au printemps. Puis ensuite, vu leur croissance, mais elles vont faire un couvert. Et donc, même s'il y a des choses en dessous qui ont quand même réussi à germer, ben, elles les étouffent jusqu'au printemps d'après, au désherbage suivant. Alors par contre, on a un champ dans une ferme bio à 17 km. Puis là, moi, je pensais que, vu que c'était une ferme maraîchère, le sol était déjà nettoyé, entre guillemets, du chien-dent et tout. Puis là-bas, on a vraiment beaucoup de problèmes parce que ce n'est pas le cas. Fait qu'il y a certaines zones de culture qu'on a abandonnées puis qu'on a occultées avec une toile spéciale pour les repartir à zéro parce que c'est même pas la peine d'essayer de lutter. D'essayer de combattre, c'est ça. On va juste perdre nos heures de travail. Alors ici, vous avez une zone où on a récolté récemment, parce qu'on récolte et puis ça repousse 2-3 semaines plus tard. Donc vous voyez, on coupe très très haut. Donc si on était dans la norme, en fait, on couperait une fois dans la saison à ça du sol. Donc la plante serait complètement traumatisée, puis ensuite elle mettrait tout le reste de l'été à s'en remettre. Donc l'agastache est souvent récoltée avant la floraison parce que la teneur en huile essentielle est censée être la plus forte à ce moment-là. Mais moi qui distille, j'ai pas confirmé ça. Donc j'ai fait des distillations fin septembre et j'ai eu des super bons rendements. Donc si vous voulez, c'est pas un paramètre en fait qui est déterminant, en tout cas chez moi. Mais bref, on fait ça comme ça parce que c'est pour la santé de nos plantes, puis là encore de l'écosystème, parce que tous les animaux qui vivent là-dedans, leur maison, elle est toujours debout. Elle est jamais, donc on n'a jamais le sol qui subitement se retrouve en plein soleil. Donc ça maintient vraiment une constance, une douceur dans le microclimat. Et puis elles nous refont une génération de fleurs, de sommités fleuries en fait, on appelle ça sommités fleuries, 3 semaines plus tard. Donc c'est aussi pour la qualité du produit, donc on récolte juste le haut des plantes, la partie la plus parfumée, la plus jeune biologiquement. Donc c'est une technique que je me suis inspirée du thé en Asie. Donc les meilleurs thés sont, plus on récolte haut sur le théier, meilleure est la qualité. Donc plus il y a de bourgeons, de terminaison en fait, de l'arbre. Voilà.
Donc c'est ça qu'on voit sur ce panneau, là, on voit le parallèle entre nos haies d'agastache, puis fait que ça c'était la hauteur des rangs d'agastache avant que je crée le jardin ici. Donc vous voyez, ça arrivait à la taille à peu près, donc c'était pas ce que c'est maintenant. Voilà. Donc ça c'est notre culture de mélilo. Donc là il est fané. Il fait des graines, donc le mélilo il fleurit une année sur 2. Puis on cultive le mélilo jaune. Et puis on le cultive parce que c'est pour éviter la cueillette de bord de route. Okay. Les plantes sont potentiellement contaminées. Donc on cultive ça pour mettre dans les tisanes, puis pour fabriquer un arôme équivalent à la vanille. Donc c'est un produit que je vais commercialiser cette année, dont je suis très fière. Mais là, cette année, avec la chaleur, le printemps hâtif est super chaud. Il a fleuri d'un coup, il a explosé, puis il a fané. Donc là, notre récolte est déjà terminée. Alors ici, c'est la zone du vieil alambic. Donc c'est un alambic de 250 litres qui a été fabriqué à Saint-Émilie, en fait, par les talents locaux. Donc fabriquer un alambic, ça nécessite de la soudure d'inox. Fait que même en bricolant localement, quand même, ça a été un certain coût. Puis là, il est arrivé à la fin de sa vie parce que je distillais au bois, donc c'était dans l'esprit de ne pas utiliser une énergie fossile. Mais comme je suis au cœur du village et que l'année dernière, on a distillé un jour sur 2, là, ça crée une nuisance de fumée. Donc j'attends mon nouvel alambic 2 fois plus gros qui va être fabriqué au Saguenay par... Là-bas, il y a des spécialistes en fait de la chimie des plantes boréales. Donc, il y a le laboratoire La Sève à l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis, il y a aussi Alchemia Solutions. Donc, c'était un gars qui a un doctorat en chimie des plantes qui fabrique des alambics. Fait que je vais aller chercher le nouvel alambic probablement dans 1 semaine. Voilà, voilà. Alors, on n'a pas fait tous les panneaux d'interprétation du jardin, mais il y en a un que je te montrais, Léandre, tout à l'heure. C'est juste que moi, j'explique aux gens que il ne faut pas croire que parce que ici, c'est un jardin où tout est fait à la main, que les rendements sont bas. Donc, et que ça n'est pas une façon de faire en agriculture qui est généralisable à l'ensemble de l'humanité. Donc, je leur dis non, détrompez-vous. En fait, la majeure partie des humains sur la planète sont nourris par des jardins vivriers cultivés à la main comme ça, et souvent par des femmes d'ailleurs. Donc les grands champs qu'on voit à perte de vue dans les pays développés comme les nôtres servent surtout à nourrir des animaux. Et vu qu'il n'y a pas d'espace pour faire circuler des tracteurs et tout ça, le rendement par unité de surface est très supérieur en fait dans des systèmes agricoles comme celui-ci que dans un champ industriel. Donc je brise des mythes, en fait ça surprend souvent les gens d'apprendre ça, mais on n'est pas obligé d'utiliser des pesticides et des grosses machines pour nourrir la planète. Ça c'est un mythe, selon moi. L'autre chose, c'est que c'est pareil pour les médicaments, parce que vous voyez, l'agastache, c'est une plante médicinale. Et la majeure partie de l'humanité se soigne encore avec des remèdes traditionnels, donc argile, plantes, parce que tout simplement, il y a des milliards de gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des médicaments. Donc l'herboristerie, les plantes médicinales, c'est super important. Puis même nous qui avons les médicaments, en fait, de plus en plus, les gens ils redécouvrent l'importance des plantes, puis que parfois, c'est pas la peine de prendre un bazooka pour creuser un petit trou comme ça. C'est ça qu'il y a un peu Enfin, les plantes peuvent faire beaucoup aussi. Bon, c'est sûr que quand on est en train de faire un infarctus, c'est pas le temps de prendre une tisane, mais il y a plein d'autres choses où pour prévenir, pour pas se rendre au stade de l'infarctus où la vie est connectée avec les plantes, puis les plantes, ça peut vraiment beaucoup aider. Là. Il y a un autre sujet de santé qui a été très à la mode ces dernières années, c'est les hormones féminines notamment. Puis vivre dans les plantes médicinales, en consommer beaucoup, ça va vraiment beaucoup aider, être très préventif là, à l'échelle de la vie d'une femme. C'est un exemple. Fait que là, on va se diriger vers la boutique qui est à 100 mètres à peu près du jardin d'interprétation. Donc ici, c'est le bâtiment de boutique et de transformation. Puis là, c'est le jardin de ma maison, mais qui sert aussi à faire le ketchup, à produire les légumes pour les lunchs champêtres. Donc c'est aussi possible
de manger sur réservation. C'est offert donc sur réservation pour les groupes seulement. Mais on fait aussi des repas. Puis on fait découvrir le goût de la gastache et de plein de plantes locales. Évidemment, vu la taille de la ferme, on fait de la transformation puis de la vente directe. Donc ici, c'est la petite boutique à Saint-Émilie qui est ouverte toute l'année. Fait qu'il y a les produits de la gastache puis quelques autres produits. Puis cette année, on va ouvrir en fait un rayon bio-vrac aussi pour combler un manque, pour pouvoir acheter la farine, la lessive, le savon à lessive, tout ça en vrac, parce que avec les ravages économiques de la COVID, en fait, tout ça a pas mal disparu dans le coin. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais on est ouvert toute l'année. Donc, c'est sûr que le tourisme est une clientèle importante, mais on cherche vraiment aussi à ce que on veut vraiment que les gens du coin aussi puissent acheter nos produits. Et on fait attention qu'il y ait des choses abordables pour tous les budgets. Puis ça, avec le zéro déchet, ça marche bien parce que quand on vend les produits en vrac, comme le dentifrice en poudre, c'est vraiment beaucoup, beaucoup moins cher qu'emballé. Et ça les rend accessibles à toutes les bourses. Donc ici, vous avez les cosmétiques qui sont faits, donc crème hydratante, savon, dentifrice, qui sont faits beaucoup avec les produits de la distillation. Puis, une autre particularité, c'est que moi, je travaille avec les graisses animales. Okay. Donc, ça, c'est de la récupération des autres fermes, des fermes et de la chasse à proximité. Puis, pourquoi je fais ça? Il y a deux raisons. C'est pour faire de la récupération de choses locales et moins importer d'huile de coco et d'huile de palme. Parce que pour la savonnerie, en fait, il n'y a pas 36 000 options pour avoir des savons durs. Donc, c'est soit les gras animaux, soit huile de coco ou huile de palme. Fait que je fais des savons donc, pour d'autres producteurs, comme la Terre des Bisons, savon de gras de bison. Puis, en plus, ça a des propriétés, les graisses animales. Donc, c'est tombé dans l'oubli, mais elles sont médicinales aussi, puis elles contiennent du collagène. Enfin, voilà. Donc, si vous voulez, c'est un monde, en fait, c'est aussi pour le patrimoine immatériel. Donc, transformer de la graisse animale en onguent, en baume et en savon, c'est ce que les gens faisaient il y a 100 ans dans la région parce qu'ils n'avaient pas accès à l'huile d'olive ou à l'huile de tournesol. Donc, en même temps, ça fait vivre, ça garde vivant donc, le patrimoine. Fait que c'est un truc qui me passionne beaucoup. Donc ici, on a l'huile essentielle d'agastache. Alors, si jamais vous en cherchez puis que même vous en voulez des grosses quantités, on peut répondre à ça. Voilà. Ça, c'est les savons de pays, donc de l'ancien temps. Là, les savons, justement, faits avec du gras animal, là, comme il y a 100 ans. Donc ça, c'est un savon de Marseille québécois. Okay. C'est-à-dire c'est le même procédé que le savon de Marseille, mais avec du gras d'animal de ferme puis de la résine de pin. Je pense que je suis la seule à le fabriquer encore. J'ai vu qu'au village québécois d'antan, ils font une démonstration une fois par an. Mais ça, c'est le savon de pays qui enlève les taches. Donc, pourquoi je fais ça? Ça permet d'avoir des nettoyants ménagers qui sont ni dérivés du pétrole, ni de la noix de coco, de l'huile de palme. Donc, des choses vraiment locales. C'est ça, on a des livres sur la région, des accessoires zéro déchet, on sert de la limonade, on sert toujours quelque chose, de la tisane, de la limonade, donc qui est faite avec le sirop d'agastache. On a du chocolat à l'agastache, fait que ça c'est des nouveaux produits là, qui vont avoir leur bel emballage bientôt, là, qui vont être commercialisés cette année. Donc ça c'est fait avec des fèves importées du Vietnam par des chocolatiers montréalais, donc ils fabriquent le chocolat en fonction du goût de l'agastache. On est toujours dans des choses très locales qui mettent en avant les producteurs agricoles, puis la haute qualité, l'éco-responsabilité. Donc ça, c'est les tisanes. J'ai aussi une collection de confitures qui est assez basse en ce moment parce que faut que je les refasse chaque année. Puis le miel des ruches de la parcelle. Donc c'est le miel d'automne Alexier Propolis. Les miels des ruches, des abeilles que vous avez vu travailler. Donc voilà. Alors on offre aussi en vrac, pareil, donc économique. Pour les tisanes. Ouais. Fait que si tu veux, je peux te montrer le séchoir à herbes. Ouais. On va aller voir le séchoir.
Là, on est en pleine saison, donc c'est sûr que c'est pas home stagé pour une vidéo. Hein, ouais. Donc, c'est pas mal plein. C'est pas mal plein. Ça prend combien de temps environ à sécher? C'est quelques jours, je sais pas, 3, 4. Il y a il y a des fiches techniques, d'autres... je vais poser mon vinaigre de ménage. J'ai vu que dans l'industrie de la plante séchée, là, ils sèchent beaucoup plus vite. Mais plus tu sèches vite, plus ton déshumidificateur chauffe la pièce. Fait que nous, on monte jamais à plus que 35 degrés Celsius. Donc en fait, on sèche lentement. Mais moi, je suis pas mal persuadée, enfin, d'après les tests de goût qu'on a fait, que c'est mieux pour le goût des plantes. C'est-à-dire, voilà. Donc Mais en général aussi, je pense, pour les nutriments puis tout, c'est ben, mieux c'est plus ça, lentement. c'est ça. Puis on s'arrête, dans le fond, à la température corporelle, quoi. Parce que c'est un 37 degrés Celsius, 37-40, là, cette fourchette-là. En biochimie, là, au-delà, il y a des molécules qui vont commencer à se dégrader. Okay. Tant qu'on reste là-dedans, c'est similaire à ce que les plantes peuvent vivre en plein soleil dans un champ, donc ça va, mais on reste dans la fourchette de la vie. Alors, vous voyez, c'est quand même super joli, hein? Parce que Ça, c'est l'amour, ça? Ouais. c'est sûr qu'en agriculture bio, c'est dur, on travaille, il fait chaud, il fait froid, et les salaires sont pas élevés, mais on a la chance de... On a des produits de qualité. ouais, et puis la beauté, tu sais, le parfum, la beauté, fait que ça, c'est important. Ça, c'est important, parce que... Tu sais, parfois, je me dis, ben, il y a des gens qui passent toute une vie à faire autre chose dans le but d'un jour être à la retraite puis de pouvoir vivre ce que nous, on vit ici tous les jours. Fait que, donc, les pétales de rose. Il y a des trucs très jolis. La nigelle. Ah, check ça. La fleur de nigelle, là, nigelle de Damas, c'est une des plus belles fleurs de la terre, là, avec la passiflore. C'est vraiment magnifique. Donc ça, c'est une nouvelle tisane anti-allergie. Voilà, fait que au bout de 24 heures, la gastache est séchée aux 3/4. Donc on peut concentrer les clés de séchage. Ça s'appelle une clé CLAIE. Là. Fait en fait, ici, avec cette taille de séchoir, on pourrait sécher 1 hectare d'agastache en maintenant constamment la rotation. Ça, c'est notre dernière cueillette de fleurs de mélilo. Donc, le mélilo pour faire mon extrait de vanille, là. Voilà. C'est ça. Ben, Léandre, je te remercie beaucoup pour ce que tu fais pour les fermes de proximité. Fait que l'été, on est ouvert cette année du jeudi au dimanche de 10h à 17h. Fait que ça se peut que les autres années, les horaires soient soient étendus. Fait que l'hiver, on est ouvert aussi. Donc, vous pouvez visiter le jardin, faire de l'autocueillette de fleurs. On espère cet automne l'autocueillette de champignons. Puis, on reçoit des groupes aussi le mercredi. Donc, école, société d'horticulture, c'est ça. Donc voilà, alors... Puis on peut te rejoindre sur quels réseaux sociaux? Oui, on est Facebook, Instagram, puis on a un site web www.tanteagastache.com où il y a toutes les informations aussi. Donc on vous invite à venir voir l'agastache dans la ferme spécialiste de ça et de l'agroécologie. Merci à tous les membres qui soutiennent financièrement le projet de partage via l'abonnement payant.